Bonjour, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h30, pardon, à 17h. 17h maintenant. L'horaire a changé. Nouvelle grille de Radio Courtoisie. Nouvelle grille à partir de ce lundi, nous serons à 17h à la place de notre émission de 17h30. Voilà, l'annonce faite. Aujourd'hui, cher Pierre-Henri, au programme du barbarisme à la barbarie. C'est le titre du livre du général Christian de Sertène, général deuxième section, donc je précise. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour. Votre livre, donc, c'est une sorte de dictionnaire dont le titre est du barbarisme à la barbarie, aide-mémoire sur le sens des mots et leur usage. Donc, quel est alors, c'est un aux éditions Godefroy de Bouillon. Aux éditions Godefroy de Bouillon. C'est un livre volumineux, mais en fait d'une structure assez particulière, qui n'est pas tout à fait un dictionnaire, qui n'est pas tout à fait une anthologie de citations. Et quelle est l'idée qui est à la base de cet ouvrage, en fait? Quel est le projet? En fait, le titre complet du livre pourrait être « Pour éviter de glisser du barbarisme à la barbarie ». Et en fait, c'est pour recentrer la réflexion sur le sens des mots. Lors de nombreuses conversations que j'ai pu avoir avec des êtres très chers, je me suis aperçu que les conversations perduraient et restaient tout à fait stériles, n'aboutissaient pas comme une disputatio, pour la bonne et simple raison que nous ne donnions pas la même définition au même mot. Et donc, l'entente était absolument impossible. Même la compréhension, peut-être. Même la compréhension, oui, tout à fait. Or, et justement, si on ne donne pas le même sens aux mots, on ne peut pas se comprendre. Et le deuxième fait, c'est que on peut constater dans la vie de tous les jours que la langue française est bien malmenée. Et ceci implique que la pensée, d'une manière générale, est bien faussée. Pourquoi ? Parce que au travers du mot, en fait, le mot, la fonction du mot est de nous faire réfléchir, de nous faire démontrer, de nous faire s'exprimer, de nous faire prier. Bref, le mot est vraiment structurel à la pensée. C'est Louis de Bonald qui disait l'homme pense sa parole avant de parler sa pensée. Donc vraiment, le mot et la pensée sont intimement liés. Et aujourd'hui, hélas, l'expression par les mots l'expression juste par les mots est de plus en plus rare. En particulier pour la bonne et simple raison, c'est que les gens ne lisent plus et n'écrivent plus. Alors je pense en particulier à l'exemple du téléphone portable, où lorsque l'on envoie un message, eh bien on tape 3 lettres, le téléphone suggère immédiatement le mot. Si on se trompe dans l'orthographe, l'appareil rectifie immédiatement. Parfois, il crée des fautes même. Parfois, il crée des fautes. Il décide à votre place. Absolument. Et puis donc, c'est le règne de l'instantanéité, de l'immédiateté. Et c'est un très bon moyen, d'ailleurs, pour s'exprimer de manière instantanée. Mais alors, s'exprimer de diverses manières, parce que souvent, on ne connaît pas le sens du mot, ou on l'emploie mal. Et puis, et l'appareil propose même des petites images, là, je crois qu'on appelle ça des émoticônes, pour remplacer les mots. Et pour s'exprimer, mais en remplaçant les mots. Oui, pour symboliser des émotions, à la place, justement, de penser. C'est un peu le langage des sourds-muets. C'est un peu en plus simplifié, ou les panneaux de signalisation. En fait. Oui, en largement plus simplifié d'ailleurs. Oui, parce qu'eux, ils ont beaucoup plus de... Donc tout ceci est représentatif vraiment d'une pensée qui s'appauvrit, et qui s'appauvrit en particulier parce qu'on ne maîtrise plus le mot dans son sens véritable. Quelles sont les racines de cet appauvrissement ? Vous avez parlé donc de la diminution de la lecture chez la plupart de nos contemporains. Est-ce qu'il derrière il y a donc la faillite de l'éducation, pas qu'en France d'ailleurs,
Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus intentionnelles aussi ou plus politiques, d'après vous? Oh, sans vouloir verser dans le complotisme, il suffit de regarder comment sont éduqués nos enfants au sein de l'éducation nationale. Quasiment tout l'effort est mis sur l'image, plus que sur l'écriture ou la lecture. Donc l'image, certes, ça donne de l'imagination aux élèves, mais ça ne donne que ça. Ça ne leur structure absolument pas la pensée. Et puis il faut voir d'année en année l'effort porté sur l'informatique qui équipe quasiment tous les élèves de France et de Navarre. Mais justement, ça leur enlève tout attrait pour l'écriture et pour la lecture. Et ça, c'est dramatique. Alors, je pense malgré tout, sans verser dans le complotisme, que c'est quand même un fait exprès, parce que c'est De Gaulle qui disait que les Français sont des veaux, mais en fait, j'ai l'impression que l'éducation nationale veut élever des veaux. Oui. À peu près. Donc, il y a quelque chose de politique derrière. Vous parlez de l'appauvrissement, pardon. L'appauvrissement du vocabulaire, des mots. La langue anglaise a été réduite en grande majorité dans le monde, parce que c'est devenu une langue un peu internationale, mais ce n'est pas l'anglais qui est devenu international, c'est ce qu'on appelle le globish, c'est-à-dire une espèce de langue, on dit c'est une langue en 100 mots. Alors je ne sais pas si c'est vraiment 100 ou plus, mais en tout cas on a résumé ça comme ça. Et donc, de sorte que n'importe qui peut parler l'anglais, mais c'est un très mauvais anglais en réalité. Parce que le total, dans le grand dictionnaire Oxford de la langue anglaise, c'est 200 000 termes, dont 170 000 encore en usage. Oui. Parce qu'il y a la double origine franco-latine et saxonne. Alors que le globish, c'est vraiment du vocabulaire quand même. Alors je ne sais pas si c'est 100 mots le globish. Je crois qu'il y a plus de mots en anglais, absolument. À cause de la double origine. Et tout ça est résumé au globish. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est 100 ou plus, on dit 100 mots. Et on s'en rend compte lorsqu'on discute avec des gens qui vous disent je parle anglais, je ne parle pas français. On se rend compte que, en fait, dans la langue anglaise maintenant, de nos jours, le principe même, c'est de se faire comprendre, peu importe comment. En réalité, comme vous venez de le dire, on se fait pas vraiment comprendre, mais c'est pour dire des choses terre à terre. Donc tout le monde croit parler l'anglais, alors qu'ils parlent une langue un peu bizarre. D'ailleurs, quand ils écrivent, on voit bien qu'ils résument à une lettre. Vous savez, pour dire you, par exemple, Y-O-U, ça veut dire tu ou vous, ils mettent U. Alors, en fait, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est l'image. Et c'est résumé en un mot. Alors, d'où ma question, est-ce qu'on ne veut pas réduire la langue française à une espèce de langue globish aussi à sa façon ? On a l'exemple de la novlangue chez Orwell, où le but du politique, c'est justement de diminuer le nombre de mots de jour en jour, de mots courants. Et de notre côté, c'est un peu pareil, sauf que on veut simplifier en allégeant le vocabulaire, mais en même temps, on veut le compliquer. On veut compliquer notre langue. D'abord, en introduisant des mots, des anglicismes, de nombreux anglicismes. Et puis ensuite, alors ça, c'est à la mode, on parle de la langue inclusive. Oui. Alors, non seulement ça complique tout, ça ne veut rien dire, ça ne correspond à rien, c'est imprononçable. Parce qu'à la lecture, on arrive à peu près à comprendre, IES par exemple, mais pour le lire, comment est-ce qu'on le prononce ? Ça, je n'en sais rien. Il y a autre chose aussi, il y a aussi le fait, de mettre du féminisme partout. C'est-à-dire que, vous savez, nos hommes politiques en premier, mais même nos journalistes... À commencer par notre président. Oui, celles et ceux, françaises, français, etc. Les phrases sont d'une lourdeur incroyable. En fait, c'est une défiguration de la langue française. Et eux présentent ça comme une sorte de progrès, d'égalitarisme. En réalité, ils font comme si un macho, entre guillemets, ou quelqu'un de misogyne aurait inventé ça dans la langue française juste pour embêter les femmes. Or, ce n'est pas ça du tout. Si on connaît la langue française correctement. Alto, patriarcat. Oui, c'est ça. En réalité, c'est pas à cause de ça qu'on... Enfin bref, on va pas faire une leçon de... Quand on regarde en fait le sommaire de votre livre, on a l'impression qu'il y a en fait quand même deux branches différentes de
de la guerre contre la langue et le sens que vous dénoncez, à la fois l'appauvrissement d'un côté, mais de l'autre, la corruption volontaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La corruption volontaire, c'est plus au niveau politique où un camp, mettons, ou un courant, va volontairement tordre le sens d'un mot en essayant en fait, de changer dans l'esprit de la majorité une définition commune pour faire avancer son propre projet. Je vais donner tout de suite un exemple, je vais mettre les pieds dans le plat, le mot racisme. Oui. Le mot racisme, c'est l'exemple le plus emblématique. le plus emblématique. C'est-à-dire que comme une bonne partie de la gauche et l'extrême gauche ont été fort maris de constater que les principaux cas de racisme étaient du racisme anti-blanc, eh bien pour rendre cette constatation, cette évidence absolument impossible, ils ont voulu modifier la définition usuelle du mot racisme en prétendant que n'était racisme que ce qui était systémique. Ouais. Alors que ça ne figure nulle part dans les définitions, ni du dictionnaire, ni des pseudo-sciences sociales qu'ils arborent perpétuellement. Et alors ça, c'est vraiment en fait une opération de guerre psychologique qui est menée à partir de la corruption du sens d'un mot. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'une certaine manière, c'est l'usage du mensonge. C'est l'usage du mensonge et à visée très idéologique. Et comme son sens le signifie, le mot idéologie, c'est séparé du réel. Donc on ne tient plus compte du réel. On ne tient plus compte que de schémas de pensée, que de slogans. Et on s'exprime par slogan, finalement. Alors effectivement, en utilisant certains mots flash pour imprimer les esprits. Et là, ça fonctionne assez bien, j'en ai peur. Il y a des expressions flash, comme vous dites aussi. Par exemple, dans les années 80, on appelait les immigrés clandestins les clandestins. Oui. Alors, ils ont changé ça pour sans-papiers. Et puis maintenant, on le dit même plus, on dit migrants. Maintenant, on dit sait plus migrants. s'ils ont des papiers. Voilà. En réalité, ce n'est pas par hasard, parce que clandestin, c'est un mot péjoratif. Ça veut dire que ça introduit un acte délictuel. Et sans papier, ça paraît beaucoup moins grave. Et surtout, sans papier voudrait dire qu'il suffit de leur donner des papiers. Vous voyez, donc les choses sont plus l'affaire simples. est réglée comme ça. L'affaire est réglée comme ça. Alors que clandestin, c'est un délit. Et maintenant, c'est des migrants, parce que ça veut dire qu'il faut s'appuyer. Migrant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est une victime, etc. Donc en fait, vous êtes d'accord que tout ça, c'est fait volontairement. Oui, absolument. C'est des termes qui sont... Je pense que c'est vraiment fondé sur des idéologies qui nous gouvernent finalement. Hein. Alors, on se dit, comme vous, je me dis, ce n'est pas du complotisme, enfin, sans verser dans le complotisme, mais on voit bien qu'il y a une vague comme ça de propagande. Mais alors, qui est derrière ça? Parce que je veux bien que ça soit le camp dit entre guillemets progressiste, mais tout le monde n'a pas le pouvoir d'imposer des termes. Alors, est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est les agences de publicité? Est-ce que c'est les partis politiques? Est-ce que c'est... En raccourci, j'appellerais peut-être ça, comme on le fait aux États-Unis, en parlant de l'État profond. Et l'État profond, ça rassemble effectivement un peu tout ça, un peu tous les acteurs qui vont des ministères de l'Éducation nationale jusqu'aux médias, et en passant par les publicitaires, et donc en passant par les financiers, et même en passant donc par les médias, on voit que certains propriétaires de médias en France sont richissimes. Donc leur objectif, c'est pas forcément d'informer le bon peuple, mais en fait, c'est surtout de gagner des sous. Et pour gagner des sous, il faut de la publicité. Et pour que la publicité passe, il faut qu'elle reste, elle utilise des slogans, qu'elle reste sommaire pour toucher le maximum d'esprit. Enfin, les agences de publicité ont un pouvoir énorme parce que, alors on se demandait si c'était elles qui décidaient de la voie à prendre ou si c'est le commanditaire, c'est-à-dire celui qui paye. Moi, je me suis un peu intéressé au sujet, mais il s'est avéré que très souvent, on leur donne carte blanche, en fait. Donc, pas toujours, mais souvent. Et donc, comme les employés des agences de pub ont à peu près la même idéologie que dans les grands médias, eh ben, on se retrouve avec le cas le plus emblématique, qui est celui de ne plus avoir que des couples mixtes dans les publicités.
Quasiment. Obligatoirement aussi des couples homosexuels qui s'embrassent dans les publicités. Aussi, mais Il y a surtout tout le vocabulaire que vous... pas tout, mais enfin, une partie de ce que vous dites dans votre livre. Il y a un vocabulaire imposé sur de tas de sujets, et donc dans les publicités, en fait. Et je pense que la publicité, ça marque les esprits, donc c'est quelque chose qui est très important pour cette espèce d'installation de... Oui. On fait une pause et on revient tout de suite pour le Bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. On reprend donc l'émission on était en train de parler de la publicité et de la... J'allais rebondir sur ce sujet. Parce que vous parlez d'un côté de l'État profond, donc en gros ce qui va rassembler les camps politiques, ceux qui sont actifs. Voilà. C'est ceux qui ont un projet, ceux qui veulent le faire avancer, souvent des minorités, ce qu'on appelait à l'époque de Lénine des minorités actives. Mais pour que la minorité active, qu'elle soit installée dans les institutions ou pas, ait un effet sur la société, il faut quand même que le reste de cette société soit très passive, c'est-à-dire qu'elle soit de la pâte à modeler. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi derrière une responsabilité collective, une espèce de démission qui explique à la fois le bourrage de crâne avec des mots dont le sens est tordu, et puis l'appauvrissement de la culture et du vocabulaire? Cette responsabilité collective, elle nous est attribuée justement par les meneurs de jeu. Je pense simplement le sens du mot droit, le droit. Et qui dit le droit dit la loi. Or, qu'est-ce que disait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 et qu'est-ce que dit notre Constitution de la Ve République? C'est que la loi est J'ai un trou, pardonnez-moi. La loi est l'expression de la volonté générale. Voilà, je crois que c'est ça exactement. La loi est l'expression de la volonté générale. Alors déjà... Donc la loi peut être modifiée. Donc la loi peut être modifiée. Sauf qu'on nous présente la loi comme il suffit qu'une majorité se prononce pour telle ou telle orientation. Mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve l'irresponsabilité, justement. Donc on ne peut pas attribuer au bon peuple une responsabilité, quelle qu'elle soit, dans cette évolution finalement des mœurs et du langage. Ce que voulait dire Pierre-Henri, c'est que... ils pourraient ne pas adopter, ne pas adopter le vocabulaire qu'on leur impose, ou la pensée qu'on leur impose. Ou schématiquement, l'éducation nationale ne fait plus lire les élèves. Entre guillemets, rien n'empêche fondamentalement les familles de continuer à faire lire leurs enfants. Non, parce que les parents eux-mêmes ne lisent plus. Oui, mais ça a bien commencé à un moment. Vous voyez, par exemple, il y a des termes comme ça à la mode. Ça a été, je pense que ça a été assez progressif, mais... si on remonte par exemple on peut aller jusqu'à Rousseau par exemple, qui avait écrit l'Émile, donc c'était un traité d'éducation des enfants, lui qui avait livré je crois ses 5 enfants à l'assistance publique. Mais il s'était considéré comme un expert dans le domaine, j'imagine. Mais on apprend déjà dans ces méthodes-là, on apprend à se séparer du réel, à tout se concentrer sur l'image et sur le loisir aussi. Il faut que ça soit festif, que tout soit festif. Apprendre sa leçon de manière festive. Oui. Mais tout le monde suit. Et tout le monde suit sauf quelques minorités de parents qui refusent ça, mais ça reste une minorité. Tout le monde suit spontanément et naturellement, et sans aucune idée de Je vous donne un exemple. C'est un peu pauvre, ce qu'on nous propose, c'est un peu pauvre, on va réagir. Ben non, les gens versent facilement dans la facilité, justement. Oui, je vous donne un exemple. Le mot soutenir quelqu'un dans les compétitions sportives. Donc maintenant, on a imposé un mot anglais qui est absurde parce qu'il existe en français mais qui a un autre sens, comme vous venez de supporter. Alors maintenant, je ne sais plus quel animateur, quel commentateur de matchs de football ou d'autres compétitions sportives a dit un jour il faut supporter, c'est-à-dire qui vient de supporter, donc en anglais, supporter telle équipe, ce qui était une faute de sa part, une absurdité. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais en tout cas, ça a marché comme ça. Et maintenant, tout le monde rentre dans le jeu. Tout le monde dit supporter, alors que supporter en français, ça veut dire supporter quelqu'un. Quel est le terme utilisé dans le journal L'Équipe?
Supporter. Eh ben voilà, Voilà. donc tout le monde l'utilise. Mais, Tout le monde suit, c'est ça qui est étonnant. les- Personne ne se dit non, supporter en français veut dire autre chose. Oui, mais le fait que le fait qu'un peuple verse déjà dans la facilité, ça c'est de tous les temps, Oui. ça a toujours été comme ça. Et ensuite, quand la facilité est proposée de manière, plus elle est proposée de manière sommaire et bête, plus le bon peuple se précipite. Hein. Ne pensez-vous pas qu'il y a un phénomène de mode qui fait qu'on impose une mode et on ringardise, on classe immédiatement dans la prison de la ringardise tous ceux qui ne suivent pas. C'est-à-dire que, je veux dire par là que est-ce que ceux qui suivent, peut-être consciemment, ne suivent-ils pas par peur d'être classés dans la catégorie des ringards et un peu marginalisés? Il y a un aspect C'est une question. moral, il y a un aspect moral là-dedans, tout à fait. Il y a un aspect moral, c'est... La peur de la marginalisation. Absolument. Et il faut être dans le vent, il faut suivre les courants. C'est ce que disait le Gustave Thibon, je crois que c'était la feuille morte. Être dans le vent est une ambition de feuille morte. Voilà, être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Et la mode, ces modes-là, en fait, devraient être passagères, comme toute mode. Mais en fait, non, elles s'installent, elles s'amplifient, elles s'instaurent et donc, il est de plus en plus difficile d'en sortir. Et je pense que c'est la réaction normale qu'on devrait avoir, justement, de forcer, de se forcer soi-même à lire, à écrire et à arrêter d'utiliser son téléphone toutes les 3 minutes et à envoyer des petites images. Et ce genre d'éducation qu'on devrait aussi donner à nos enfants, c'est une sorte de réaction. Moi, j'ai l'impression d'être dans le noble sens du terme. Bassement réactionnaire. mais je pense que c'est pas donné à tout le monde parce que c'est vraiment la mode qui prend le pas. Hein. Alors, il y a un autre constat que j'ai fait. Alors, votre livre me l'a depuis que je l'ai parcouru, parce que je ne l'ai pas lu enfin, ça se parcourt. On peut votre livre, il est consultable à n'importe quelle page. En réalité, c'est comme un dictionnaire, comme on l'a dit. C'est pas tout à fait un dictionnaire, mais c'est comme si. C'est comme une anthologie, un dictionnaire, et donc, un guide pratique. Ça m'a fait remarquer que inconsciemment, enfin, je m'en étais pas rendu compte avant, c'est que de plus en plus de gens, parce que vous dites les gens ne comprennent pas le sens des mots, donc ils ne comprennent plus ce qu'on leur dit. Par exemple, quand vous faites du second degré, c'est la langue française avec laquelle vous jouez, hein. Donc le sarcasme, le second degré, etc. Beaucoup de gens ne comprennent même pas votre second degré. Et surtout à l'écrit. Au premier degré, ils le prennent au premier degré. Si vous faites du sarcasme, si vous voulez être un peu méchant avec quelqu'un, il se fâche même pas s'il n'a même pas compris que vous faites du sarcasme. Et c'est vrai. Ou de l'ironie, voilà. Ou de l'ironie. Ils ne comprennent pas. C'est vrai. Donc on est arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fait, comme vous dites dans votre livre, de ne pas comprendre le sens des mots, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que les gens ne comprennent ni les plaisanteries, ni même quand vous êtes méchant avec eux. Ils ne comprennent rien. Quand vous abordez un terme au fil de votre ouvrage, vous rappelez d'abord un certain nombre de définitions issues de dictionnaires ou d'encyclopédies. En commençant toujours par le sens étymologique. Oui. Voilà. Et après, des diverses définitions que j'ai pu piocher dans les dictionnaires depuis 2 siècles à peu près, parce que j'en ai qui datent de 2 siècles. J'en ai un qui concerne tous les 30 ou 40 ans, depuis la fin du 18e. Et après, vous essayez en fait de cadrer le ou l'essence du mot avec des citations. Alors, comment vous avez choisi, parce que vous allez les trouver dans des domaines extrêmement variés, chez des auteurs extrêmement variés, comment vous avez fait un peu votre marché pour trouver ça? C'est une habitude que j'ai prise très tôt dans mes préparations de concours, donc il y a 3 fois 33 ans à peu près. Dans toutes mes études, je retenais des citations. Ah oui. Des citations, et en particulier dans les devoirs d'histoire, géographie, de géopolitique ou même de littérature, j'essayais de retenir certaines citations avant les concours. Certaines citations passent partout. Alors je peux vous dire que ça, je l'ai utilisé dans mes concours, les différents concours, le concours de Saint-Cyr, le concours de l'école de guerre, etc. Et en même temps, de retenir ces citations, ça me permet d'inspirer des pistes de réflexion en même temps sur un thème donné.
Donc ça, vous les avez accumulés, vous les avez notés en fait dans des Alors, carnets. il y en a beaucoup que j'ai notés et ouais. que j'ai conservés dans mes carnets. Et c'est pour ça qu'il y a certaines sources que certaines citations pardon, que je ne source pas directement. Parce que j'avais pas pris la peine en relevant la citation dans et c'est de mémoire, voilà. Voilà, c'est de mémoire. Mais la plupart des citations, j'ai essayé de retrouver leurs sources, ça c'est évident. Et je me suis dit que c'était un bon moyen, justement, de bien cerner le sens véritable du mot, ou alors le sens dévoyé du mot. Parce qu'il y a de nombreuses citations de personnes qui font un mauvais usage de tel ou tel mot. Et ben, on arrive à la fin de cette émission. Ouais, on va rappeler les références de votre livre. Christian de Certène, donc du barbarisme à la barbarie, aide-mémoire sur le sens de certains mots et leur usage, un livre volumineux et en fait d'une structure très originale et qui mérite vraiment d'être parcouru, lu et relu aux éditions Godefroy de Bouillon. Et quant à nous, cher Richard, on se retrouve la semaine prochaine à 17h. On rappelle 17h, nouvel horaire pour l'émission Culture et Politique, tous les lundis. Merci, chers auditeurs. Merci, à lundi prochain. Au revoir.